Bonjour tout le monde, je suis Pierre Le Suisse, enseignant-chercheur en économie à l'Université de Strasbourg et je suis ici aujourd'hui pour vous répondre à des questions sur l'inflation. C'est parti. Première question, première enveloppe. Alors c'est une question de Julia CLMTZ. Bonjour Julia CLMTZ. Pourquoi les prix augmentent? Waouh, Julia, je crois que tu commences un peu avec du lourd sur cette question-là. Les prix augmentent pour beaucoup de raisons. La première raison importante, c'est la post-pandémie. Donc pendant la pandémie, on a eu un confinement et donc pendant cette période-là, on a réduit nos consommations. Imagine par exemple, tu avais envie d'acheter une nouvelle voiture en 2020. Pas de bol, confinement, tu n'as pas pu acheter cette nouvelle voiture. En 2022, tu te dis, l'économie est repartie, je vais m'acheter ma voiture. Mais qu'est-ce que se dit la personne qui voulait déjà aussi acheter une voiture en 2022? La même chose. Et donc du coup, on se retrouve avec deux personnes qui veulent acheter une voiture en 2022 au lieu d'une seule. Et le constructeur automobile, il doit donc produire deux voitures. On a donc une demande de voitures qui est légèrement supérieure au nombre de voitures disponibles à ce moment-là. Et si tu connais l'adage « plus c'est rare, plus c'est cher », les voitures deviennent un peu plus rares, donc du coup, elles deviennent un peu plus chères. Deuxièmement, il y a eu les plans de relance du gouvernement. On investit, on crée de la demande. Cette hausse de la demande se traduit encore une fois par une hausse du niveau général des prix. Le conflit avec l'Ukraine, c'est un peu plus compliqué. L'Ukraine est un producteur et l'Ukraine exporte à travers l'Europe différents produits, entre autres des céréales. Mais avec le conflit, tu veux bien croire que la priorité du gouvernement, ce n'est pas forcément la production de blé vers l'Europe. C'est plus défendre son territoire. On a donc une baisse de la production de blé en Ukraine. Et donc, mécanisme inverse par rapport à la demande. Là, on a une baisse de l'offre de blé sur le marché et donc une augmentation du prix du blé et donc une augmentation de l'inflation. Enfin, on peut parler d'un autre mécanisme peut-être un peu plus technique. C'est la valeur de l'euro. Alors la valeur de l'euro sur le marché international a légèrement baissé ces derniers temps, entre autres à cause du conflit en Ukraine, mais également par exemple face au dollar, quand le président des États-Unis, Joe Biden, a décidé de faire lui aussi un plan de relance aux États-Unis. Et donc en faisant ce plan de relance, il a attiré des investisseurs qui par exemple désiraient à l'initial investir dans la zone euro. Et en attirant ces investisseurs plus vers les États-Unis, on a perdu ces investisseurs et donc du coup l'euro est un peu moins demandé. Bon, il s'ensuit que quand la valeur de l'euro diminue, ça augmente le prix de ce qu'on appelle nos importations, c'est-à-dire ce qu'on fait venir depuis l'étranger. Donc voilà, en résumé, tu as, avec les actions contemporaines qu'on constate, le conflit en Ukraine, la pandémie, les plans de relance à l'étranger, tu peux un peu mieux comprendre pourquoi on a cette inflation soudaine dans l'Union européenne et également en France particulièrement. J'espère avoir répondu à ta question, Julia. Question suivante. La question de gâteau.macf. Comment on sait qu'on est en période d'inflation et comment ça se mesure? Alors, pour mesurer l'inflation, on va se référer à l'Institut national de statistique et études économiques en France, l'INSEE, qui mesure justement l'inflation. Donc l'INSEE va procéder à une mesure de tous les prix dans l'économie très régulièrement. Tous les mois, elle collecte des milliers de prix. Et donc tous ces prix, elle va les regarder, les analyser, les compiler et elle va déterminer à quel point un panier de biens moyens en France évolue dans le temps. Dans ce panier moyen de biens, tu as différentes catégories, environ 300 catégories de produits. Mais là, tu vas me dire, oui, mais comment je peux comparer mon café du matin avec mon plein d'essence? On n'est quand même pas sur les mêmes budgets. Et je suis d'accord avec toi. Et c'est pour ça que l'INSEE va pondérer ces différentes catégories, c'est-à-dire qu'elle va mettre un poids, une importance différente selon la catégorie de produits. Par exemple, quand tu bois ton café le matin, sache que la catégorie est considérée à hauteur de 0,4% dans le panier de consommation, ce qui est vraiment très faible. L'essence, elle, à hauteur de 4%, plus de 10 fois plus que le café, thé, poudre de cacao. L'INSEE va aussi regarder les différences de consommation entre un ménage aisé et un ménage modeste. Et donc tout ça, l'INSEE va le prendre en considération pour calculer ce qu'on appelle l'indice des prix à la consommation harmonisée. Et donc, quand est-ce qu'on est en période d'inflation? Pour répondre à ta deuxième question, tout simplement quand on constate que l'indice des prix augmente dans le temps. Et donc, quand on regarde cette augmentation, on va pouvoir calculer ce que l'on appelle le taux d'inflation et que tu entends très souvent parler à la radio et à la télévision en ce moment. Question suivante. Une question de Joël Manaquin. Est-ce qu'il est possible de prédire combien de temps ça va durer ou quand ça va s'arrêter? Oui, c'est possible de prédire combien de temps ça va durer. L'inflation, c'est une mesure qui se fait sur le temps long. Tu vois? Du coup, si tu veux la prendre en compte et la prédire, il suffit de regarder ce qui s'est passé dans le passé et de le transposer dans le futur.
Et donc, on va prendre tout ce qui s'est passé dans les années antérieures, on va en faire la moyenne et on va pouvoir l'impacter sur le futur. Donc, par exemple, reprenons le conflit sur l'Ukraine. On peut regarder l'impact de tous les conflits militaires qu'il y a eu dans le monde, dans les différents pays, et les impacts que ça a eu sur leur inflation. Et donc, du coup, on prend cet impact moyen, et quand on regarde le conflit en Ukraine, on va se dire, bon, bah, si les impacts militaires causent en général une hausse des prix de 3%, on s'attend à ce que le conflit en Ukraine impacte l'inflation à une hauteur de 3%. D'après les projections de l'OCDE, la France a un taux d'inflation prédit de 6%, la zone euro 7% et l'Allemagne 8%. On devrait se stabiliser courant 2023, fin 2023, début 2024. En tout cas, le pic d'inflation devrait être observé dans les prochains mois. Et après, tout doucement, on devrait revenir à la normale. Donc voilà, je ne peux pas te dire exactement la date où ça va s'arrêter, mais ça devrait être dans les prochaines semaines, voire les prochains mois. Courage, on va passer l'hiver et après, on espère qu'on n'en parlera plus. Voilà, question suivante. Nico DNK, pourquoi est-ce qu'on ne peut pas simplement bloquer tous les prix? Alors, on bloque les prix, ce qui permet en fait en situation exceptionnelle de répondre de manière exceptionnelle. Pourquoi on ne le fait pas plus souvent alors que c'est une mesure effectivement très populaire et très sociale? Mais c'est une mesure qui, toi, te semble socialement juste, mais pour autant, quand toi tu vas faire ton plein d'essence, si tu n'as pas un niveau très élevé de revenus, ça va te coûter relativement cher de faire ton plein d'essence dans ton revenu. En revanche, une personne très aisée, elle, ça va lui coûter beaucoup moins. Et au final, quand on bloque les prix, ça profite aussi bien aux riches qu'aux pauvres. Donc au final, niveau social, on n'est pas non plus excellent, d'accord? Donc il vaudrait mieux cibler un peu mieux ce type de mesure. Et puis, imagine, on bloque les prix. Mais toi, de l'autre côté de la barrière, tu n'es plus consommateur, mais producteur. Allez, un exemple tout simple, producteur de tomates. Le gouvernement décide de bloquer les prix pour permettre à tout le monde d'acheter des tomates parce qu'il y a une forte inflation. Bon, mais toi, tu continues pour produire des tomates, d'acheter de l'engrais sur le marché. Mais le prix de l'engrais n'est pas bloqué. Et donc forcément, le prix de l'engrais, lui, va continuer d'augmenter. Mais toi, en tant que producteur, c'est dire que tu vas te faire moins d'argent parce que les coûts de production vont augmenter. Alors, qu'est-ce que tu peux faire? Soit tu produis des tomates de moins bonne qualité, et donc du coup, tu dépenses moins dans l'engrais, mais d'un autre côté, tu as des tomates de moins bonne qualité. Autre possibilité, en Belgique, le prix des tomates n'est pas bloqué. Eh bien, exportons nos tomates en Belgique. Au moins comme ça, je les vendrai plus cher, et du coup, je retrouverai mon chiffre d'affaires que j'avais avant le blocage des prix. Donc tu vois, d'une façon générale, quand on bloque les prix, les producteurs vont s'adapter. Et donc c'est pour ça que ce sont des mesures qui sont de court terme. Et c'est terriblement bien encadré dans la loi, puisque la loi prévoit par exemple un blocage des prix pendant maximum 6 mois. Donc la question suivante, c'est de Mimosa32. Mimosa32, est-ce qu'il y a déjà eu pire ou c'est la plus importante hausse des prix qu'on ait eue en France jusqu'à aujourd'hui? Tu vas voir que l'histoire raconte d'autres aventures. Je te propose, on va remonter tranquillement dans le passé. Bon, depuis 2002, on est dans la zone euro, l'inflation moyenne en France, 1,7%. Mi des années 80 et fin des années 90, on était sur une inflation à 2,5%. Donc tu te rends compte que depuis qu'on est dans la zone euro, les taux d'inflation sont plus faibles qu'avant l'entrée dans la zone euro. Remontons encore dans le passé. Et allons nous projeter aux 2 guerres mondiales. Le pays est détruit, il faut reconstruire. Et là, tu as compris depuis tout à l'heure, si je dois reconstruire le pays, j'ai donc une demande qui est forte, une offre qui est relativement plus faible et qui va mettre du temps à s'adapter à cette nouvelle demande de reconstruction. Donc on a une hausse du niveau général des prix. Et ça se traduit en 1920 par une inflation aux alentours de 40% et en 1948 par un taux d'inflation à 60%. Donc nous, au final, avec nos 6%, on s'en sort pas si mal que ça. J'espère avoir répondu à vos questions sur l'inflation. Ce sont des questions qui sont brûlantes. J'espère vous avoir un peu éclairé. N'hésitez pas à poser des questions dans les commentaires. On se fera un plaisir de continuer d'y répondre, bien évidemment.